Alors, je vous propose maintenant donc de passer à la présentation au croisé de l'étude investissement responsable de l'AFG. Ce sont maintenant donc Anna Pires, directrice investissement responsable, et Stéphanie Karam, économiste donc à l'AFG, qui vont venir nous présenter cette étude. Merci de les applaudir toutes les deux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, on est très heureux de vous présenter les chiffres de notre enquête annuelle. Tout d'abord, je voudrais faire quelques remerciements, déjà à vous tous d'avoir répondu à l'enquête et à Stéphanie ici présente, qui est notre économiste et qui a traité toutes vos données pour qu'on puisse aujourd'hui pour faire un retour sur ces différents sujets qui nous animent aujourd'hui et ce matin précisément sur l'ESG. Si on commence par un sujet qui a été évoqué dans la précédente table ronde SFDR, donc il y a eu beaucoup de critiques, néanmoins c'est quand même assez intéressant de voir quels sont les encours et les chiffres qui sont associés à l'investissement responsable et donc aux produits qui sont catégorisés article 8 et article 9. On voit par rapport à l'année dernière une nette accélération de l'investissement responsable avec 2 701 milliards d'encours dans des produits article 8 ou article 9, et ça représente 59% des encours en France, donc ce qui est assez important. Donc comme je disais, il y a une nette accélération, donc 15,2% par rapport à l'année dernière, et du coup ça se distingue entre 2 600 milliards pour les articles 8 et 98 milliards pour les articles 9. Je ne reviens pas sur les critiques qui m'ont été faites, et on sait très bien qu'on attend une revue de SFDR, donc c'est sûr que notre enquête sera amenée à évoluer dans les prochaines années. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, pour les encours responsables des fonds d'investissement grand public, ceux-ci ils atteignent plus de 2 300 milliards d'euros en 2024 et ils sont donc en nette hausse par rapport à 2023. La hausse, elle est de plus que 9%. Et ces fonds, ils se répartissent en deux grandes catégories définies par l'AMF. Donc la première catégorie qui est dite engagement fort, elle regroupe environ 900 milliards d'euros en 2024. Et la catégorie 2 qui est dite approche intégrée, elle regroupe plus que 400 milliards en 2024. Du coup, juste pour préciser pourquoi on fait l'enquête sur ces deux sujets, c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance aujourd'hui entre SFDR, les catégories articles 8 et 9, et l'AMF, la catégorie 1 et la catégorie 2. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux agrégats que vous utilisez tous les jours lorsque vous classifiez vos fonds. Donc, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que pour les produits qui sont catégorie 1 de l'AMF, donc catégorie très engageante, la plupart des fonds ont une approche positive de best in class, best in progress, best in universe, alors que pour la catégorie 2, c'est plutôt de l'intégration ESG. À noter que sur la distinction entre catégorie 1 et 2, on est quand même sur 898 milliards en catégorie 1 et 424 milliards en catégorie 2, donc c'est assez intéressant de voir cette distinction. Alors j'ai vu aussi, je me permets de faire un petit aparté, j'ai vu certaines personnes prendre des photos dans la pièce. Pour information, aujourd'hui aussi, c'est la publication de l'enquête, donc tout sera disponible en format papier à la sortie et également sur notre site internet. Donc vous pouvez bien sûr prendre des photos, mais vous l'aurez aussi par ailleurs. Sur un autre sujet important pour vous, société de gestion, les fonds labellisés. Il y a beaucoup de fonds labellisés en France et il y a à peu près 80% des fonds des répondants de l'enquête qui ont un label français et 20% à label européen. Parmi les labels français, il y a quand même une très grande majorité des fonds qui est labellisé ISR. 77% sont labellisés ISR, donc vous voyez, on a 79% de labels français, mais donc parmi ces 79%, on a 77% de labels ISR, donc c'est quand même très important. L'année dernière, on avait déjà évoqué ce sujet, on avait vu qu'il y avait eu le nouveau référentiel du label ISR, et c'est vrai qu'on a quand même vu un impact parce que entre fin 2024 et le premier semestre 2025, il y a eu une diminution de 15% des encours des fonds labellisés ISR, ce qui donne une diminution de 20% du nombre de fonds labellisés ISR. Donc, assez intéressant de voir que ce qu'on avait un peu anticipé a vraiment eu lieu.
Donc, passons maintenant au marché des obligations durables. Donc, ce marché, il a fortement progressé aussi en 2024. Les obligations durables, ils représentent un encours de plus que 220 milliards d'euros et ils sont en hausse de environ 50% par rapport à 2023. Les green bonds donc, occupent une grande partie de ce marché-là. Environ 72% du marché, et c'est suivi par les social bonds, les sustainable bonds et les sustainability linked bonds, qui eux aussi autour de plus ou moins 10% du marché. Et à noter que les sustainable bonds et les sustainability linked bonds, ils ont fortement progressé en cours de 2024. Leur progression représente plus que 30% pour chacun. Et les transition bonds, comme le montre bien le graphique, ils restent marginaux. Donc, maintenant, si on passe aux fonds à impact, oui. Donc, les fonds à impact, ils s'élèvent à 85 milliards en 2024 et ils sont en hausse d'environ 6% par rapport à 2023. Concernant la clientèle de ces fonds à impact, la clientèle, elle représente environ 77 pourcent de la clientèle, elle est une clientèle institutionnelle et 23% de la clientèle, c'est une clientèle particulière, donc c'est des particuliers. Et chez les clients particuliers, ce sont les fonds d'action cotés qui occupent la plus grande importance des encours, la plus grande part des encours. Il occupe environ 86% des encours. Et chez les clients institutionnels, la répartition, elle est un peu elle tend un peu plus vers les autres fonds. Il y a 20% environ de leur portefeuille des autres fonds et les fonds d'action cotés baissent quand même énormément, de plus que 60%. Une autre question qu'on pose et qui est assez intéressante, c'est de savoir quel est le cadre qui est utilisé par les sociétés de gestion lorsqu'elles font un fonds à impact. Vous voyez que le cadre le plus utilisé est celui des ODD, qui est suivi de près par la taxonomie, qui a été longuement discuté à la table ronde précédente. Un point que je voulais souligner cette année, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'utilisation du cadre de l'IPBES et des 9 limites planétaires, ce qui montre qu'il y a quand même je ne sais pas, une prise de conscience ou plus de sociétés de gestion qui lancent des fonds en lien avec la biodiversité. Et donc, je me permets de faire aussi un moment publicité pour l'AFG. Par la même occasion, on a publié un guide de biodiversité pédagogique en janvier 2025, donc n'hésitez pas aussi à le regarder. Mais voilà, intéressant de voir qu'il y a cette thématique qui revient de plus en plus. Les objectifs. Ah, pardon, c'est encore à moi. Oui, donc, et pareil, donc les objectifs visés par les fonds, ça fait un peu le lien avec la slide précédente. C'est vrai qu'il y a une grosse partie sur des objectifs environnementaux, ce qui fait le plus de sens, vu que c'est là où on a des cadres peut-être un peu plus pérennes, avec des règles un peu plus délimité, quand on parle de taxonomie, etc. Et ça fait un peu le lien avec la slide précédente, vu qu'on voyait taxonomie, IPBES, etc. Et aussi des fonds sans vraie distinction entre E, S et G. Donc maintenant, si on regarde l'intégration des indicateurs climatiques, donc parmi les sociétés qui ont répondu à l'enquête, il y a plus de 80% qui intègrent les indicateurs climatiques dans leur politique, ce qui couvre plus que 70% des encours qui sont gérés par le panel. Parmi ces sociétés, il y a 85% qui mesurent l'intensité carbone, 81% qui évoluent l'empreinte carbone et 67% qui combinent les deux, donc l'intensité carbone et l'empreinte carbone des entreprises. Maintenant, concernant les périmètres des émissions qui sont pris en compte par les sociétés, quasi la majorité des sociétés prennent en compte le scope 1, donc les émissions directes liées à la production des entreprises. 94% prennent en compte le scope 2, donc ce sont les émissions indirectes liées à la consommation énergétique qui est nécessaire à la fabrication. Et plus que 60%, ils prennent en compte les scopes 3, amont et aval. Cette prise en compte du scope 3, que ce soit amont ou aval, elle a bien progressé par rapport à 2023, ce qui en soi est une très bonne nouvelle, mais elle reste complexe quand même parce que la qualité des données, elle reste un peu limitée.
Et du coup, pour finir, toujours sur les métriques climatiques, on voit que 60% des sociétés de gestion utilisent, lorsqu'ils prennent des indicateurs de température, ils utilisent des scénarios 1,5 degré de l'IAE et pour 52% d'autres scénarios type NGFS, GIEC. Voilà, ça, il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport à l'année dernière. C'est vraiment le scénario 1,5 qui est le plus utilisé par les sociétés de gestion. Et enfin, lorsque les sociétés de gestion mettent en place des objectifs climatiques, elles le font à travers souvent soit des indicateurs d'intensité d'empreinte, soit via des indicateurs de température. Et du coup, vous avez là la répartition par rapport aux cibles qui sont mises en œuvre par les sociétés de gestion. Donc, la plupart mettent des cibles intermédiaires, d'autres à 2050. Et c'est vrai qu'au-delà de 2050, il y a moins de cibles qui sont mises en œuvre. Et je pense qu'on a fini, on avance. Donc, on avait un peu de retard sur les autres tables rondes. On a rattrapé le retard. N'hésitez pas donc à télécharger notre étude ou à la prendre à la sortie. On vous remercie et merci encore à Stéphanie aussi qui a bien travaillé sur le sujet. Merci à toi. Merci.